Et coucou! Hello à toutes en live aujourd'hui comme prévu. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillou. Aujourd'hui, on va parler du rôle de référent et surtout du mot référent. C'est surtout là-dessus que je vais vous apporter des infos clés aujourd'hui pour que vous compreniez mieux pourquoi on utilise ce mot-là. Alors, je vous laisse arriver, me faire un petit coucou. Ah, coucou Héloïse. Super, il y a du monde. Mettez-moi un petit, pour celles qui sont là, mettez-moi un petit commentaire juste pour qu'on vérifie que les commentaires marchent. Comme ça, si jamais vous avez des questions, eh ben, je les vois. Pardon. Alors, j'espère que vous êtes en forme. On verra évidemment, rassurez-vous, ça restera en replay pour celles qui ne peuvent pas rester en continu. Je ne vais pas vous garder trop longtemps. C'est vraiment simplement un live ce matin. Ce n'est pas une masterclass de 3 heures comme j'ai l'habitude de faire. Mais je vais quand même vous apporter des informations assez riches et précieuses pour votre rôle de référent. Ok, merci Héloïse. Comme ça, je vois que ça marche. Merci beaucoup. Hello, hello. Parfait, je vous laisse arriver tranquille. Alors, j'espère que vous êtes en forme ce matin. J'avais vraiment envie de vous faire ce live aujourd'hui pour plusieurs choses. D'abord, pour vous parler du mot référent qui est de plus en plus utilisé dans les relations humain-animal et vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par là en tant que pro, pourquoi est-ce qu'on utilise ce mot-là plutôt que d'autres. Et puis aussi pour vous annoncer un gros cadeau que je vous ai préparé, dont je vous parle à la fin du live. Donc restez bien jusqu'à la fin du live, ou si vous ne pouvez pas rester, vous le reverrez après en replay, mais restez bien jusqu'à la fin pour découvrir le cadeau qui va vous aider à être un bon référent quand vous avez décidé de prendre cette voie-là pour votre chat. Alors, on va y aller. J'ai laissé un petit peu de temps là pour ceux qui peuvent arriver. Donc aujourd'hui, je vous ai mis le titre du live, être un bon référent pour son chat. Ça veut dire quoi? Donc celles qui sont en live, n'hésitez pas déjà à me mettre un peu en commentaire ce que vous voyez déjà là, pendant que je brode un petit peu et que j'attends vos réponses. Pour vous déjà, le mot référent, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et quand vous parlez d'un référent pour votre chat, qu'est-ce que vous entendez par là, vous? Avant que j'aille un petit peu plus loin. Donc, le mot référent, aujourd'hui, ce qui m'intéresse avec vous, c'est vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par là. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce mot-là et est-ce qu'on peut utiliser ce mot-là en fait simplement dans le cadre d'une relation humain-chat? Est-ce que c'est adapté pour la relation humain-chat? Et ensuite, vous parler du petit cadeau que je vous réserve. Alors, mettez-moi coucou. Ah, Gaëtan, super. Alors, la patte unique, tu nous dis, je dirais représenter sa sécurité matérielle et affective. Génial. Tu as utilisé un mot magique et je te remercie, qui est le mot sécurité sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Héloïse, humain conscient et confiant, sur qui le chat peut compter. Très bien. Ok, parfait. Ça va. Vous êtes sur la bonne ligne droite. On est dans le bon sujet. Tout va bien. Coucou les Catilines. Ok. Alors, on y va pour le référent. N'hésitez pas, avant que je démarre, si jamais vous pensez qu'il y a des personnes autour de vous, dans votre communauté, qui peuvent être intéressées par le sujet d'aujourd'hui, qui sont amoureux des chats, qui ont des chats et qui ont envie, du coup, d'approfondir un petit peu cette thématique de la référence, n'hésitez pas à les taguer, à les inviter sur le live pour qu'ils puissent nous rejoindre. Héloïse t'a ajouté et qui gère finances et soins. Oui, ça fait partie du job, effectivement, de répondre aux besoins essentiels du chat au quotidien et aux nôtres, qu'il ne faut pas oublier. Alors, pourquoi ce mot-là, c'est super important qu'on revienne un peu dessus, parce que aujourd'hui, en 2024, au moment où on fait ce live, il y a de plus en plus de professionnels qui utilisent le mot référent pour parler du rôle de l'humain auprès de son chat. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez découvrir là que mon approche de la relation humain-chat, c'est vraiment une approche, une vision plutôt d'égalité. On va dire, moi je vous amène vraiment avec votre chat à développer une relation d'âme à âme, c'est-à-dire où on n'est pas sur les anciens modèles que vous pouvez avoir il y a encore 20 ans, 30 ans, et qui malheureusement existent encore chez certains,
circuit aujourd'hui, sortir de cette notion de hiérarchie où l'humain doit être le chef suprême dans le foyer et que l'animal doit obéir aux ordres de l'humain, qui doit satisfaire les besoins de l'humain, qui doit s'adapter aux règles de l'humain. On n'est plus là-dedans. Heureusement, l'évolution de la société, l'évolution des consciences est là. Et avec le temps, cette vision de la relation humain-animal domestique a bien évidemment évolué. Et aujourd'hui, la majorité des gens qui ont des chats chez eux considèrent vraiment leur chat comme un membre à part entière de leur famille, avec lequel ils vont créer du lien, avec lequel ils vont passer du temps de qualité, avec lequel ils vont développer des liens uniques qui vont se jouer, mais qui vont vraiment en général tourner autour de l'affect et autour de l'amitié, de l'amour de façon générale, mais on va vraiment créer du lien et l'animal va vraiment faire partie de nos foyers. Et aujourd'hui, on peut même parler de famille vraiment multi-espèces. Donc ma vision, c'est cette vision-là en fait que je partage. Moi, cette vision de la relation humain-animal où il y en a, où l'humain n'est pas le chef suprême qui ordonne et qui doit soumettre l'animal à sa volonté, mais au contraire sur une vision d'écoute, d'empathie, de vivre ensemble, tout simplement en respectant les besoins de chacun. Ok ? Donc dans cette vision-là, on est, pour moi, c'est mon point de vue, je ne dis pas que c'est la vérité, mais pour moi en tant que professionnel, on a un rôle à jouer dans ce changement de conscience et dans ce changement de mentalité par rapport à la conscience du lien humain-chat. Et pour moi, ça passe avant tout par utiliser le bon vocabulaire. Ceux qui me connaissent, vous le savez, je n'utilise jamais, vous n'entendez jamais, sauf là parce que je vais le dire et ça va m'écorcher, mais vous n'entendez jamais sortir de ma bouche les mots propriétaire ou les mots maître pour parler de vous et de votre rôle dans votre relation humain-chat. Ces mots-là, je les ai rayés de mon vocabulaire il y a très longtemps et j'invite tous mes clients et tous les gens que j'accompagne et qui me suivent à le supprimer également. Parce que le fait de continuer à utiliser ces mots propriétaire ou maître, ça installe dans l'inconscient, sans qu'on s'en rende compte, et après ça reste dans l'inconscient collectif, ça installe cette idée de dominance, de hiérarchie, de supériorité de l'humain, et on n'est plus dans un lien de cœur à cœur, on n'est plus dans un lien d'âme à âme, mais on va être dans un rapport de possession, d'appartenance, où le chat c'est un bien qui nous appartient, sur lequel on a des droits, etc. Pour moi, on a plus de devoirs que de droits au niveau de la relation avec notre chat. Mais ces mots-là, je les utilise plus et j'amène vraiment les gens qui partagent ma vision à ne plus les utiliser. Mais du coup, on utilise quoi à la place si on n'utilise pas propriétaire et maître qui sont vraiment devenus des mots courants. Il y a la plupart qui continuent encore à l'utiliser. Ils l'utilisent parce qu'ils ne savent pas quoi utiliser d'autre à la place de ce mot-là. Et parce que c'est passé aussi dans le langage courant et populaire sans forcément avoir la conscience de ce que ces mots-là comportent comme vision et ce que ça installe comme croyance et comme fonctionnement. Donc souvent, ça va être, du coup, qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place ? Alors oui, la patronymique, il y en a qui utilisent le mot gardien. Ça, c'est beaucoup ceux qui pratiquent la communication animale et des soins qui vont utiliser ce mot-là. Perso, moi, il me gêne un petit peu parce que plus, en tout cas pour le chat, parce que plus on va dans la profondeur, en fait, dans la connaissance du chat, et vous me connaissez dans l'approche multidimensionnelle de la relation humain-chat, plus on se rend compte, en fait, qu'on les garde pas du tout et que c'est plutôt eux qui nous gardent dans cette vie et qui nous accompagnent dans cette vie. Donc voilà, le mot gardien, il est joli en soi, mais pour moi, il n'est pas tout à fait juste parce que c'est un petit peu l'inverse qui se passe. Mais c'est déjà vachement mieux, beaucoup plus joli que propriétaire ou maître ou chef. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qu'on utilise à la place ? Dans tous mes posts, si vous me suivez sur les réseaux, dans tout ce que je partage, moi, je fais simple, en fait, et j'utilise le mot humain. Humain, chat. Un chat, un humain. Je vais dire le chat de Monsieur Dupont, et je vais dire l'humain de Tigrou. Pour moi, c'est normal et c'est passé dans mon vocabulaire courant. Ça, c'est pour le tout venant. Par contre, d'un point de vue plus éthologique, d'un point de vue plus scientifique, aujourd'hui, on a plus tendance, nous les professionnels, à utiliser le mot référent. Donc, je voulais vraiment vous expliquer aujourd'hui
Pourquoi ce mot-là plutôt qu'un autre quand on veut parler de notre rôle auprès de notre chat? Qu'est-ce que ça implique? Quels sont les leviers là-dessus? C'est quoi être un bon référent pour son chat? Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais référents? Sur quels critères est-ce qu'on va se baser? Comment se construit ce rôle? Et vous aider là-dessus. Oh oui, humain, c'est chouette. Voilà. Si vous avez d'autres idées, d'ailleurs, profitons-en. Si celles qui sont en live ou en replay, vous avez d'autres idées de mots qu'on pourrait utiliser simplement pour parler de notre relation de façon plus équilibrée, plus juste, plus de cœur à cœur et d'âme à âme, sans cette notion qu'il y en ait un qui soit un peu au-dessus de l'autre, partagez, parce qu'on est preneur en fait de toutes ces idées-là. Le plus neutre en fait que j'ai trouvé moi, c'est humain, parce que comme ça c'est humain-chat, un humain, un chat. Voilà, on est deux espèces au milieu de l'univers auquel on appartient. Il n'y a pas de distinguo et de place en fait à jouer. Si vous en avez d'autres, proposez, je les prends avec plaisir. Mais aujourd'hui, on se cale sur le mot référent. Le mot référent, il est vraiment utilisé pour parler, même si on est dans un égal à égal, pour parler vraiment de la place qu'on occupe aux côtés de notre chat. Vous connaissez ma vision multidimensionnelle, je pense, si vous êtes là. Le chat, il est vraiment à nos côtés pour plein de choses, mais il remplit un rôle dans notre vie. Un rôle inconscient à travers les choses qu'inconsciemment on va lui demander en tant que présence, que compagnie, qu'amour, qu'affection, etc. Mais il y a aussi le rôle spirituel que le chat peut jouer à nos côtés en nous amenant à avancer sur notre chemin de vie, à nous reconnecter à notre âme, à devenir chaque jour un peu plus conscient de qui on est, ce qu'on fait là et comment est-ce qu'on peut contribuer à ce qui nous entoure. Et nous, de l'autre côté, on a aussi un rôle à ses côtés. Pour moi, en fait, le chat, il va vraiment nous aider à développer notre spiritualité, si on peut le dire comme ça. Et nous, on va plutôt l'aider dans cette vie-là terrestre à côté de nous, dans ce qu'on lui demande de vivre, puisque n'oublions pas que le chat, on lui demande quand même de vivre dans un monde d'humains qui, à la base, n'est pas très adapté à son espèce, qui en tout cas est très différente en termes de besoins, en termes de mode de vie, en termes de rythme de vie, de rythme biologique, de fonctionnement. C'est pas son mode éthologique naturel lié à son espèce. Donc il est en adaptation permanente à notre monde. Et pour pouvoir l'intégrer dans notre monde, nous on a un rôle à jouer justement pour qu'il s'y sente bien, pour qu'il ne développe pas de mal-être, pour qu'il ne développe pas de troubles du comportement comme on peut le voir nous en consultation quand on est professionnel et ce genre de choses. Donc le mot référent, il peut aujourd'hui être juste parce que la science, les études scientifiques sur les chats et sur les relations humains-chats, qui a commencé à s'intéresser à la relation humain-chat depuis pas très longtemps, hein, c'est depuis entre 2015 et aujourd'hui, où on commence à s'intéresser non plus uniquement au chat en tant que tel, mais vraiment à son lien avec l'humain et comment est-ce que ça peut fonctionner entre un chat domestique et son humain. Donc en termes éthologiques, ok, scientifiques, coucou Alexandra, c'est trop cool. En termes éthologiques, on parle de référent quand il y a un groupe social. Et c'est là où jusqu'à présent, on se disait, le mot référent pour le chat, c'est pas top top, parce que le chat, c'est pas une espèce sociale. Oui et non, ça a évolué et on a bien avancé sur la compréhension éthologique du chat. Mais à la base, le mot référent, c'est un mot en éthologie qu'on va utiliser quand il y a un groupe social. À l'intérieur de ce groupe social, comme nous, par exemple, les humains, on est une espèce sociale, on vit en groupe. À l'intérieur d'un groupe social, on va avoir un individu du groupe qui va remplir un rôle de pilier, d'interlocuteur principal, de repère pour le reste du groupe. Sans forcément, et c'est ça qui est super important dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui, sans forcément qu'il y ait de notion de hiérarchie ou de supériorité. Et il peut y avoir plusieurs référents dans un même groupe, un référent ou plusieurs référents dans des domaines différents. Et les membres du groupe vont venir se référer à cet individu-là pour avoir des informations, pour transmettre des choses, pour se sécuriser, pour s'organiser. Il y a plein de possibilités, mais on va avoir ça dans un groupe social. Donc en fait, la question, c'était, est-ce qu'on peut utiliser ce mot-là
dans le cadre d'un foyer humain-chat? La réponse est oui. Aujourd'hui, en 2024, on peut dire oui pour plusieurs raisons. Première raison qui va vous paraître évidente, je suppose, c'est que avec nos chats et nos animaux domestiques de façon générale, on forme une famille. Aujourd'hui, en 2024, on parle beaucoup de foyers ou de familles multi-espèces, c'est-à-dire qu'on se considère tous les uns les autres comme des membres d'une même famille, sauf qu'on n'appartient pas à la même espèce, et dans notre famille, on va avoir des membres qui sont humains, des membres qui sont félins, des membres qui sont canins, ou peu importe les espèces que vous avez à la maison. Et on peut se considérer du coup comme, quand on est dans l'affect, comme une famille, mais de façon objective et éthologique, comme un groupe social. Et pourquoi social? Parce qu'il y a des interactions entre les différents individus. Il y a du lien social qui se crée entre les différents membres de ce groupe, les différents membres de ce foyer. Donc ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que le chat, c'est une espèce solitaire d'un point de vue éthologique, mais à capacité sociale. C'est-à-dire que oui, il n'a pas besoin du groupe pour sa survie. Normalement, le chat, dans la nature, il assure sa survie seul. Il gère son domaine vital seul. Il ne partage pas ses ressources avec d'autres individus et d'autres congénères. Donc, c'est une espèce normalement solitaire, mais qui a une capacité sociale. Ça veut dire que c'est une espèce qui est capable de créer du lien social avec d'autres individus de son espèce et en dehors de son espèce. C'est pour ça qu'on peut vivre avec eux, sinon on ne pourrait pas, s'ils n'avaient pas cette capacité sociale. Mais ce lien social n'est pas vital pour eux, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie de leurs besoins éthologiques. C'est une capacité qu'ils ont et qu'ils peuvent développer, mais ce n'est pas forcément nécessaire pour eux à la base. Après, par contre, quand ils le développent et qu'ils se rendent compte que c'est cool de créer du lien plus ou moins fort en fonction des individus avec lesquels ils se mettent en relation, ils apprécient ça, évidemment, ils sont très heureux d'être dans un groupe social. Mais donc oui, je répète, on peut parler de référent d'un point de vue purement étymologique et définition parce que ça colle, parce que on forme un groupe au sein de la famille en ayant plusieurs individus sous le même toit. 2, parce que le chat est une espèce solitaire, mais aujourd'hui, la science a démontré qu'il a une capacité sociale. Donc, s'il a une capacité sociale et qu'il y a du lien social, on peut commencer à réfléchir à ce mot-là. Et la troisième chose, très importante, c'est qu'est-ce qui définit, en fait, le lien de référence sociale, qu'est-ce qui définit un référent dans un groupe. On va parler de référence sociale quand il y a 3 caractéristiques principales. La première caractéristique, on va parler de référence quand il y a un lien d'attachement. Et je vais y revenir après, parce que la science est revenue là-dessus. Donc quand il y a un lien d'attachement, vous n'avez pas besoin d'être scientifique pour vous rendre compte que vous êtes attaché à votre chat et que votre chat il est attaché à vous. Normalement, si vous êtes là, amoureux des chats, il y a du lien et de l'amour entre vous et il y a du lien, il y a de la connexion. La deuxième chose, il faut qu'il y ait de la communication entre les deux individus. Pareil, vous communiquez avec vos chats, ils communiquent avec vous, chacun dans sa langue et dans un terrain de communication commun, qui est l'énergie de l'amour, évidemment. Et la troisième chose, on va parler de référence sociale quand l'individu va s'adapter et va modifier son comportement en fonction de la communication et des comportements du référent. Et ça, je pense que vous avez dû déjà l'observer, que nos chats, ils sont en adaptation permanente et ils réagissent beaucoup à comment nous, on se comporte et en fonction de ce qu'on va leur exprimer, de ce qu'on va leur montrer, de comment on se sent, il y a cette adaptation-là. Donc ces 3 choses-là, c'est des choses que vous avez très certainement, et dites-le moi en commentaire pour celles qui sont là, que vous avez forcément observé tout simplement dans votre quotidien. Vous n'avez pas besoin d'études scientifiques pour vous confirmer ça, mais je vais quand même vous les donner aujourd'hui. Donc tous les gens qui vivent avec des chats depuis toujours, vous l'avez vu ça, que vous formez une famille, qu'il y a du lien avec vos chats, que vous communiquez avec vos chats et que vos chats ils s'adaptent à vous en fonction de votre état émotionnel, en fonction de votre communication, en fonction de vos comportements. Okay ? N'importe qui de normalement constitué qui vit avec ses chats le voit. Mais vous connaissez, les éthologues s'appuient sur des études scientifiques
Et avant d'utiliser le mot référent, il fallait vérifier si tout cela était réel, en fait, dans le domaine du chat. Et oui, la science a démontré, entre 2015 et aujourd'hui, tous ces plans-là que je viens de vous énumérer, le lien d'attachement, la communication et l'adaptation du comportement, ce sont des choses qui ont été maintenant validées avec plusieurs études scientifiques. S'il y a des pros là qui passent par là et qui en ont envie, ben, faites-moi un petit message après en privé, je vous enverrai les liens des études si vous ne les avez pas. Par exemple, ce qui est important pour nous ici par rapport au lien d'attachement, parce que c'est surtout ça dont je vais parler, c'est que là, il y a une étude en particulier qui a été faite et qui a démontré que le chat domestique peut développer avec son humain le même type, ou plutôt les mêmes types d'attachement social qu'un bébé humain avec son parent humain. Et ça, c'est super précieux comme information. Les mêmes types d'attachement, ça veut dire quoi? Il y en a deux principaux et je ne vais pas m'étendre sur tous parce que sinon on va tomber dans de la psycho et ce n'est pas du tout l'objectif du jour. Okay. Mais le chat peut développer le même type d'attachement qu'un bébé peut développer avec son parent référent, maman ou papa ou la personne qui s'en occupe. Il y a deux types de liens principaux qui peut se créer, soit un lien sécure, donc je vais revenir sur le mot sécurité que l'une d'entre vous a utilisé tout à l'heure, et un lien insécure, avec les mêmes particularités, même si évidemment ce n'est pas exactement la même chose, puisqu'on n'est pas de la même espèce, ok. Avec, au niveau insécure, on va retrouver un lien d'attachement évitant, ambivalent, désorganisé, exactement comme entre deux humains. Ça existe aussi. Et Alexandra, tu nous dis oui, idem pour le chien. Ouais, alors j'ai pas vu les études sur le chien, mais pour moi, à mon avis, c'est pareil pour toutes les études, pour toutes les espèces domestiques avec lesquelles on crée du lien. Mais c'est important de l'avoir en tête, cet aspect-là, qu'il y a un lien d'attachement qui peut se créer et que ce lien d'attachement, bah, c'est un peu nous, à la base, qui le mettons en place sans s'en rendre compte. Okay. Donc ce lien d'attachement, on va rester sur lien d'attachement sécure ou lien d'attachement insécure. C'est là-dessus que va se construire la relation entre l'humain et le chat et que va se construire leur vie commune et plein d'autres choses au niveau des capacités du chat, des comportements, de la mise en relation, de beaucoup de choses en fait qui se jouent à partir de ce lien d'attachement-là. Donc bien évidemment, les manifestations dans le comportement concrètes de comment est-ce que ce lien sécure ou insécure se voit, se matérialise, se précise dans le quotidien, évidemment, ça ne va pas être les mêmes critères que pour nous, puisque le chat ne vit pas dans le même monde que nous, c'est pas la même espèce, il n'a pas les mêmes codes, il n'a pas les mêmes fonctionnements. Okay, mais ce qui est important dans ce lien d'attachement, c'est que humain ou chat, on va retrouver les mêmes fonctionnements physiologiques et les mêmes fonctionnements neurochimiques dans le cerveau, c'est-à-dire les mêmes hormones qui sont sécrétées, les mêmes neurotransmetteurs qui agissent dans la création de ce lien d'attachement. Et ça, c'est super important. Après, les comportements, évidemment, vont varier parce qu'on ne se comporte pas de la même façon quand on est un chat ou quand on est un humain. Mais au niveau du fonctionnement neurochimique et biologique, c'est la même chose qui va se passer. Okay. Il y a aussi, ça c'était pour le plan lien d'attachement, la communication. Bon, vous le savez maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont été montrées sur comment est-ce que le chat communique, comment nous est-ce qu'on va apprendre son langage corporel, comment est-ce qu'il communique avec ses phéromones, sa communication verbale, sa communication paraverbale, ça y est, c'est des choses qui sont acquises. Mais il y a aussi des dernières études aussi qui ont montré qui ont démontré, parce que nous on le sait hein, dans le quotidien, mais voilà, la science l'a démontré, que le chat perçoit en fait les modifications émotionnelles de son humain et qui peut s'y adapter et qui va adapter sa réponse, ses comportements, ses réactions à partir de ça. Il y a des études qui ont été faites sur l'observation des modifications du comportement face aux phéromones de stress en particulier qui vont être sécrétés par l'humain et notamment la peur. Et on se rend compte qu'il y a un changement de comportement, une adaptation de comportement du chat quand il perçoit ces modifications émotionnelles chez l'humain. Tout ça, les amoureux des chats le savaient et la science l'a confirmé. Donc aujourd'hui, avec l'appui de la science, on peut, de façon très objective et sécuritaire,
utiliser le mot référent pour parler de notre rôle auprès de notre chat. Maintenant, c'est quoi être un bon référent? Eh bien, être un bon référent, c'est justement sur ce lien d'attachement, sur la nature et la qualité de ce lien d'attachement que ça va se jouer. Être un bon référent, c'est avoir créé un lien sécure avec son chat, un lien d'attachement sécure avec son chat, parce que ce lien dépend de nous. C'est est-ce que l'humain a réussi à créer un cadre sain, un cadre sécuritaire qui permette au chat d'être lui-même, de développer ses capacités, de prendre confiance en lui, d'être autonome, d'assurer sa vie, d'aller chercher son homéostasie et de s'adapter à son environnement et à sa vie avec nous. Le rôle du bon référent auprès de son chat, il est là. C'est créer un lien sécure où le chat va avoir totalement confiance absolue en son humain, où l'humain va être un point de repère stable, fiable, sécuritaire pour lui, dans ce monde humain qui n'est pas le sien. Et qu'en cas de stress, de difficulté, peu importe ce qui va se passer, le chat puisse se référer de façon fiable et sécuritaire à son humain. Alors autant, je ne sais pas vous, mais autant quand tout va bien, on y arrive plus ou moins à faire ça, mais quand ça ne va pas, quand nous on a un souci, ou quand notre chat a un souci, ou quand il y a des perturbations ou des changements dans notre vie, c'est moins simple. C'est plus compliqué de réussir à garder cet alignement, à réussir à rester un repère fiable, stable, sécuritaire, qui va rassurer le chat, l'apaiser, lui donner ses ressources, lui faire connecter ses capacités, l'aider à se repérer, quand nous-mêmes, on vacille un peu et qu'on est déséquilibré. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi personnellement, j'ai plus de mal à le faire quand ça ne va pas que quand ça va bien, évidemment. Construire sa posture de référent pour apporter cette sécurité, c'est une chose, mais il faut aussi être capable de la maintenir, comme je viens de vous en parler, quelles que soient les circonstances. Et ça, c'est le plus dur en fait dans notre rôle de référent. C'est comment est-ce que je crée ce cadre sécuritaire et comment est-ce que je réussis à le maintenir dans le temps et à réguler ça au quotidien avec mon chat. Et c'est très important de comprendre que c'est pas inné. C'est pas inné d'être un référent pour son chat. C'est absolument pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe et qui se travaille au quotidien parce que c'est un réalignement permanent. En fonction de comment nous on se sent, comment on est dans notre vie, les difficultés qu'on rencontre, revenir à représenter ce pilier sécuritaire, c'est du travail quotidien. Donc c'est un apprentissage. Okay, je vois une question, pardon. Au contraire, est-ce que c'est possible que la posture de référence soit trop forte dans le sens où on est plus important pour notre chat que son environnement? Oui. Alors justement, là, l'exemple que tu décris, je ne connais pas ton prénom, je pense que c'est un pseudo qui est écrit. Ça, c'est pas une relation, c'est pas un lien d'attachement sécure. C'est un lien d'attachement insécure. Quand il y a un déséquilibre, quand le chat est trop dépendant de son humain, on n'est plus dans un lien sécure. On est dans un lien insécure, où on va tomber dans de la dépendance affective, dans des troubles X ou Y, dans des difficultés à se gérer seul. On n'est pas dans un lien sécure. Voilà. On va être soit dans un... Bref, les trois autres pour humains, mais je ne veux pas aller dans la psycho là-dessus, ambivalent, évitant ou désorganisé. Le lien sécure, c'est vraiment le référent, il est ni trop ni pas assez, il est à sa juste place. Il va faire son job d'humain, le chat, lui, va faire sa vie de chat, on va être connecté dans l'énergie du cœur, dans l'énergie d'amour, on va faire des choses ensemble. Chacun va faire sa part, en fait, dans la relation, mais il ne va pas y avoir de nuisance, en fait, pour l'un ou pour l'autre. La relation ne va pas être néfaste d'un côté ou de l'autre, ça va vraiment être équilibré. Et cet équilibre, c'est justement la posture du bon référent, c'est-à-dire le lien sécure qui permet ça. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que on n'est pas tous égaux face à ce travail-là à faire dans nos capacités. Et aussi, il y a le profil de notre chat dont je vais vous parler aussi après. Mais on n'est pas tous égaux face à notre rôle de référent sécure.
On n'a pas tous les mêmes capacités à créer ce lien sécure avec notre chat, même avec nos enfants, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que en fonction de comment nous déjà, en tant qu'humains, individuellement, on s'est construit, en fonction du type d'attachement sur lequel nous on s'est construit avec nos parents, ça peut être difficile pour nous de créer un lien sécure avec notre chat et de prendre cette place pleine de référence sécure pour lui. Parce que si on s'est nous-mêmes construit avec nos parents ou nos référents, si on n'avait pas nos parents, les personnes qui se sont occupées de nous, si on on s'est pas construit sur un lien sécure, mais qu'on s'est construit sur un lien insécure, et un des trois autres, et bien forcément, quand on va vouloir créer du lien avec les autres, cette construction-là s'impacte. Parce que le lien d'attachement sur lequel on s'est construit en tant qu'humain, et du coup c'est pareil pour le chat, détermine notre fonctionnement relationnel en général. En fonction du type de lien d'attachement que j'ai créé avec mes parents, je vais avoir appris un certain fonctionnement, une certaine façon de me mettre en lien avec les autres. Et ça, je ne le contrôle pas. C'est quelque chose qui est totalement inconscient et je ne vais pas forcément maîtriser ça. Mais ma façon d'être en relation avec les autres, que ces autres soient des humains ou des animaux, elle est conditionnée par mon type d'attachement initial. Donc si moi je me suis construite sur un lien d'attachement insécure, et ben ça peut être compliqué en fait pour moi d'être ce référent sécure parce que je peux facilement aller dans un déséquilibre ou dans un autre qui va être nocif pour le chat ou pour moi ou qui peut rendre la relation toxique. Parce que dans mon rôle de référent, il va être un petit peu pollué ou il va être un petit peu gêné par mes propres besoins, par mes propres fragilités, par mes anxiétés, par mes mécanismes automatiques, par mes blessures qui peuvent se réveiller dans le lien avec le chat. Donc on n'est pas tous égaux là-dessus. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous le travailler. On peut tous développer ça. Et pour le développer, c'est selon moi un travail à plein temps. C'est vraiment pas simple. C'est pour ça que je dis que ça s'apprend et qu'on ne peut pas l'apprendre seul parce que ça nécessite plusieurs connaissances qui ne sont pas innées, qui demandent des apprentissages. Et ça demande aussi des compétences et des ressources à acquérir et à utiliser au quotidien. Ça nous demande, pour créer ce lien sécure, il faut qu'on ait des connaissances félines basiques, sans être professionnel, évidemment. C'est l'espèce féline, comment elle marche. Je vais simplifier ça comme ça. Comment est-ce que le chat perçoit le monde? Comment est-ce que ça fonctionne dans sa cognition? Quels sont ses besoins éthologiques? Quelles sont ses particularités, son monde émotionnel? Comment ça fonctionne tout ça? Comment ça marche? Comment est-ce qu'il communique? Comment est-ce que lui, il perçoit son environnement et les individus qui l'entourent? Quels sont ses besoins individuels aussi à l'intérieur de cette espèce-là? Donc il y a vraiment des connaissances générales sur l'espèce féline sans être professionnel. On a besoin d'avoir des bases éthologiques pour savoir cette espèce-là par rapport à moi, comment elle fonctionne. Et d'autant plus quand on parle de sécurité, c'est que les critères de sécurité d'un chat ne sont pas les mêmes que les miennes. Or, si je cherche à établir un lien sécure avec le chat de la même façon que je le ferais avec un humain, ou de la façon dont un humain, lui, a besoin pour se sentir sécuritaire, je vais être à côté de la plaque. Et je peux, au contraire, mettre le chat en insécurité au lieu de le sécuriser. Parce que dans son monde à lui, peut-être que ce qu'il perçoit, lui, comme des dangers, d'ailleurs, c'est pas peut-être, c'est sûr, ce que le chat, lui, va percevoir comme des dangers, c'est pas forcément un danger à nos yeux d'humains. Et inversement, des choses qui vont nous paraître totalement sécuritaires, stables et fiables d'un point de vue humain peuvent être considérées par le chat comme totalement dangereuses, insécuritaires et le mettre en panique. Donc pour pouvoir lui mettre à disposition les bonnes ressources, le bon environnement, le bon cadre qui va lui permettre de se sentir en sécurité, on a besoin de savoir comment ça marche dans son monde à lui. Donc on a besoin d'apprendre des choses au niveau éthologique. Ça, c'est la base. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément d'erreurs qui sont faites parce que même si aujourd'hui la science a vachement évolué, il y a quand même encore beaucoup trop d'idées reçues qui continuent à circuler, du temps où on ne savait rien sur les chats, où Pierre-Paul Jacques faisait et tout le monde a fait pareil, et des grosses idées reçues qui fait que
aujourd'hui, malgré tout ce qu'on sait et malgré l'avancée et les connaissances qu'on a aujourd'hui, il y a quand même dans la majorité des foyers humains-chats une très grande méconnaissance de ce que c'est vraiment que l'espèce féline, de ses réels besoins, de son réel fonctionnement, de comment est-ce qu'ils ressentent concrètement et comment est-ce qu'ils perçoivent concrètement leur environnement et leur vie avec nous. Il y a beaucoup d'anthropomorphisme, c'est-à-dire où on va projeter nos propres visions humaines, nos propres interprétations humaines de ce que vit le chat et on est à côté de la plaque. Et ça demande un désapprentissage et un réapprentissage des bases éthologiques. Nous, les comportementalistes, quand on vient en consultation, on travaille avant tout pour ça, pour vous donner, comme je dis toujours, les bonnes lunettes de chat, le bon regard pour vous dire, ok, maintenant, tu vas apprendre à voir vraiment le chat tel qu'il est, c'est-à-dire comme un chat, avec ses besoins de chat, sa logique de chat, ses besoins de chat et comment est-ce que tu vas pouvoir, à partir de cette connaissance-là, l'intégrer. Et à chaque fois, c'est pareil, le gros travail est là, c'est déconstruire ces méconnaissances pour y mettre les bonnes infos à jour. Informations, je précise, éthologiques qui sont en perpétuelle évolution, parce qu'on en découvre de plus en plus, et donc ça nécessite régulièrement de se mettre à jour pour mieux comprendre au quotidien ces données éthologiques. Ça, c'est le premier point, quand on veut être un bon référent. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, il faut développer une bonne observation et une bonne connaissance du chat qui vit avec nous. Parce que on peut, comme on a un lien affectif fort avec notre petit loulou et qu'on est impliqué dans la relation, parfois on ne voit pas tout exactement comme c'est. On va voir à travers nos filtres, on va interpréter à partir de ce que nous on va ressentir au contact de notre chat, etc. Et on peut parfois être dans le flou ou en tout cas avoir un regard un petit peu biaisé sur qui est vraiment notre chat et ce qui se passe vraiment pour lui. Mais on va avoir besoin vraiment de connaître notre chat parce que ils sont tous différents, je vous apprends rien, ils sont tous uniques, ils sont tous magiques, ils sont tous extraordinaires et ils ont tous des forces et des fragilités. Et en fonction du profil de mon chat, en fonction de ses premiers mois de vie, en fonction de ses expériences personnelles, en fonction de son état de santé, de son âge, peut-être de ses traumas qu'il a vécu, de ses expériences, de sa personnalité, pour créer un lien sécure avec ce chat-là, je vais peut-être devoir fonctionner différemment que si je voulais créer un lien sécure avec un autre chat de chez mon voisin. Parce que je dois tenir compte des besoins aussi individuels de chat que j'ai en face de moi. Lui, ce chat-là, il appartient à une espèce générale, ok. Cette espèce féline fonctionne de telle façon, très bien, donc ces principes-là sont adaptables à la totalité des chats domestiques, mais à l'intérieur, je dois tenir compte aussi de l'individu. Et l'individu que j'ai en face de moi, en fonction de son parcours de vie, de sa personnalité et aussi du foyer dans lequel il est et de son environnement, je vais peut-être devoir développer des ressources différentes. Je vais peut-être utiliser des méthodes différentes pour créer ce lien sécure. Peut-être que le chat que j'ai chez moi, il a un besoin de sécurité renforcé par rapport à la moyenne des autres chats. Ou peut-être qu'il a telle et telle force, telle et telle fragilité et que je vais pouvoir les utiliser à partir de qui il est et de ses besoins à lui. Donc ça demande de l'observation et de l'objectivité. Et soyons clairs, l'objectivité, quand on est dans un lien d'affect, c'est pas simple. En tout cas, pour moi, c'est pas simple de réussir à être objective dans un lien de connexion fort où on est impliqué émotionnellement. C'est pas facile, mais ça se travaille. C'est des choses qu'on peut apprendre à développer, à construire. Et là, c'est vraiment du travail sur soi en alliant aux connaissances éthologiques. Et donc, j'en viens aux deux derniers points pour être ce bon référent et construire ça. Et quand je vous dis que ça s'apprend, il y a quelque chose qui est indispensable pour créer du lien sécure, c'est évidemment la communication. C'est comment est-ce que je vais réussir à comprendre les besoins de mon chat là que j'ai en face de moi là, ce qu'il est en train de m'expliquer, ce qu'il est en train de me montrer, comment est-ce que je vais développer une compréhension claire de mon chat pour savoir quand est-ce qu'il se sent sécure, quand est-ce qu'il se sent insécure, qu'est-ce qu'il aurait besoin de développer comme capacité pour arriver à son autonomie et justement pas être à 1000% dépendant de moi. Comment est-ce que je peux faire pour développer
sa confiance en lui, pour l'amener à se réguler en cas de situation difficile. Est-ce que c'est possible déjà en fonction de son parcours? Pour ça, je vais avoir besoin d'apprendre à parler la langue du chat, c'est-à-dire à reconnaître, à comprendre les messages qu'il m'envoie, et à l'inverse, il faut que je sois capable de communiquer avec lui, c'est-à-dire de me faire aussi moi comprendre clairement. Or, on ne parle pas la même langue. Oui, on a une langue commune qui est le langage de l'amour, on est d'accord, mais d'un point de vue concret et très pratico-pratique et très pragmatique, on ne parle pas la même langue. Et pour ça, on a besoin d'apprendre comment bien communiquer avec un chat. Comment lui, dans son monde, communique, comment son espèce communique, qu'est-ce que veut dire telle et telle chose, quel canal de communication est-ce qu'il va utiliser dans le concret et dans le subtil pour échanger avec moi. Je dois être capable de comprendre et de recevoir ces messages-là de la bonne façon et pas dans des mauvaises interprétations où je vais interpréter à ma façon selon mes projections, mes attentes, mes blessures et tout le blablabla dont j'ai parlé tout à l'heure et que je suis sûre vous connaissez comme moi. Et d'un autre côté, moi, comment je fais pour qu'ils me comprennent? Parce qu'ils ne parlent pas ma langue. Donc, quel recours est-ce que je vais utiliser pour que le message soit le mieux reçu de sa part? Si je veux le rassurer, si je veux lui dire, le faire sortir de sa coquille, si je veux l'amener à faire des choses, il faut que je sache comment lui faire passer le message de la bonne façon, de façon à ce qu'il le reçoive et qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation non plus de sa part. Et savoir bien communiquer avec l'autre, c'est déjà pas facile entre nous les humains qui parlons la même langue et qui vivons dans un monde similaire avec des codes similaires. Mais apprendre à communiquer et à parler avec une espèce qui n'est pas, que ce soit chat ou autre, qui ne parle pas la même langue que nous, et ben ça demande du temps, ça demande de l'apprentissage, ça demande de l'observation, ça demande de l'adaptation. C'est du boulot et on a malheureusement même rien que là-dessus énormément d'idées reçues qui circulent encore sur comment bien communiquer avec son chat, qu'est-ce que ça veut dire quand il fait ceci, quand il fait cela, qu'est-ce qu'il est en train de m'exprimer, si je veux lui faire comprendre quelle est la bonne posture pour moi à adopter pour qu'il comprenne bien ce message-là et qu'il ne se méprenne pas sur mes intentions ou sur ce que je veux vraiment l'amener à faire. Et la dernière chose, et on va finir là-dessus, c'est bien évidemment dans les compétences à développer et les connaissances, c'est qu'il nous faut une bonne connaissance de soi. Il faut bien se connaître soi pour pouvoir faire les bons choix alignés. C'est à partir d'une bonne conscience et une bonne connaissance de soi qu'on va réussir à faire la différence dans une situation entre ce qui est causé par moi, ce qui vient du chat, ce qui est une projection et qui me permet en fonction des situations de me réaligner. Si je sais que je me suis construite sur un attachement insécure, je sais qu'il va falloir que je fasse attention à certaines choses. Parce que naturellement, chasser le naturel, il revient au galop. Si je ne fais pas attention, je vais recréer forcément un lien insécure avec mon chat. Donc ça me demande un alignement permanent, de l'observation de soi, de voir que, là, je suis en train de faire de l'anthropomorphisme. Là, j'ai mal compris, ça doit être une projection. Là, j'ai mon blablabla mental d'humain qui est en train de me donner un truc, mais c'est pas du tout ça. Rappelle-toi, le chat, il fonctionne comme ça. C'est le plus gros taf, je pense, qu'on ait à faire. C'est réussir à comprendre, nous, notre rôle et quelle interférence on peut avoir là-dedans, et ce qui vient vraiment du chat, et les mettre en lien ensemble pour pouvoir modifier les choses. Et c'est du boulot. C'est pas simple. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je considère ça vraiment comme un travail quotidien et vraiment un job d'équilibriste. Parce que chaque jour, y a un lot de réajustement. Chaque jour, en fonction de comment je me sens, de ce qui nous arrive dans la vie, parce qu'on est dans un monde humain qui bouge et qui change, en fonction des émotions qui me traversent, en fonction des insécurités perso que je vais ressentir dans ma vie, en fonction de mes peurs, de mes croyances, de mes doutes, de mes blessures, de tout ça qui vient et qui est normal dans notre vie d'humain, en fonction de tout ça, je peux me désaligner en fait de mon rôle de référent et je peux, sans le vouloir bien entendu, tomber dans des postures, dans des comportements, dans des réactions qui peuvent insécuriser mon chat au lieu de rester dans mon cap de référent. C'est normal, ça va nous arriver à tous.
Le bon référent, en fait, c'est celui qui est capable de voir quand il est en train de créer de l'insécurité, quand il est désaligné, et qu'il aille chercher les ressources pour revenir à cet alignement pour que ce soit plus clair pour lui, pour avoir une relation plus saine et plus juste pour le chat. C'est pour ça que je vous accompagne, tout simplement en consultation et en individuel. C'est pour ça que dans mon approche, je ne travaille pas que sur le chat, mais je travaille vraiment avec vous et que je vous accompagne aussi, vous, en tant qu'humain, dans vos difficultés que vous pouvez traverser pour que vos deux âmes puissent vivre ensemble de façon saine et équilibrée, retrouver cette harmonie-là, parce que du désalignement, réalignement, il y en a tout le temps et c'est normal, la vie, elle est mouvement. Donc c'est ok qu'on bouge, mais c'est vous donner toutes les ressources, les capacités pour à la fois vous en rendre compte quand votre chat va pas bien, quand il vous montre des choses, être capable de le comprendre, être capable de vous gérer vous émotionnellement dans ce qui va se passer pour vous dans votre vie et être capable de maintenir ce lien sécuritaire quoi qu'il arrive. L'image que je donne toujours, c'est le référent pour son chat, c'est comme celui qui conduit le bateau et qui tient la barre au bateau, et que la mer soit calme ou qu'on soit en pleine tempête, je suis capable de gérer la barre de la même façon, en fait. Voilà, si on devait résumer le job du référent. C'est pour ça aussi que j'avais créé l'école de la magie féline, qui est toujours disponible pour ceux qui veulent la rejoindre, évidemment, pour vous mettre à disposition dans un même espace, au même endroit, toutes les connaissances à jour nécessaires pour pouvoir comprendre votre chat, et pas toutes les bêtises qu'on peut lire à droite à gauche qui pullulent encore malheureusement trop sur les réseaux, sur le net, pour vous donner toutes les connaissances, pour vous permettre de développer toutes les compétences requises pour bien vivre avec votre chat et créer cette relation saine-là, et pour pas à pas devenir ce bon référent et pouvoir maintenir cette posture en toute autonomie, pour justement pas être dépendante d'un professionnel tout le temps à côté dès que vous avez un problème, mais réussir à développer cette posture autonome tout au long de la relation et tout au long des différentes phases de la relation qu'on vit ensemble, puisque la relation est évolutive et en fonction des phases de vie qu'on a avec notre chat, on va rencontrer des difficultés différentes, des émotions différentes, et maintenir le cap, maintenir cet alignement sécure, ça demande plus ou moins d'efforts en fonction de l'étape de vie dans laquelle on est avec notre chat. Et tout ça, c'est du travail. Donc c'est pour ça que j'ai créé l'école de la magie féline, qui est aujourd'hui la seule que je connaisse à ce jour, la seule école multidimensionnelle qui vous permette de faire ce travail-là pour devenir, comme je dis toujours, l'humain dont votre chat a besoin, à ses côtés pour être bien, de façon multidimensionnelle, c'est-à-dire couche par couche, en allant vraiment tout chercher, de l'éthologie vers la spiritualité, pour vraiment vivre de façon saine et harmonieuse avec son chat, et pour vous-même être heureuse et activer votre magie féline. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'école de la magie féline, vous avez toutes les infos sur mon site internet. Vous les avez aussi sur mes réseaux dans différents posts, mais si vous avez besoin du lien ou que vous avez envie de découvrir, vous m'envoyez un petit message et je vous envoie ça avec plaisir. Et aujourd'hui, je voulais aussi vous annoncer un cadeau, puisque l'école de la magie féline, évidemment, c'est payant, c'est un des gros services, et mes services de consultation sont évidemment en individuel payant aussi. Aujourd'hui, je voulais vous annoncer que je vous ai préparé un cadeau. Cadeau veut dire totalement offert, totalement gratuit, c'est cadeau. Pour ceux qui ont envie de commencer à réfléchir à cette posture de référent, à voir où vous en êtes, peut-être d'avoir des premiers tips pour vous, pour commencer à vous améliorer au quotidien si vous en avez envie. Je vous ai créé un super cadeau qui va être dispo à partir d'aujourd'hui, à partir de la fin de ce live. Ce cadeau, c'est quoi ? Je vous ai concocté un programme de 8 jours offert que j'ai appelé « Prends ta place de référente auprès de tes chats » qui va vous permettre d'avoir des clés, d'avoir des compréhensions, et toujours dans une approche multidimensionnelle avec moi. Sur ces 8 jours, on part de l'éthologie vers la spiritualité dans votre rôle de référent. Ces 8 jours, c'est quoi ? Comment ça se passe ? Vous allez pouvoir y accéder une fois que vous vous inscrivez, parce que vous allez avoir besoin d'avoir inscrit votre nom et votre mail pour pouvoir recevoir les mails, puisque tout va se passer par mail.
Donc une fois que vous vous êtes inscrite, vous allez recevoir tous les jours, pendant 8 jours, par mail, vous allez recevoir une vidéo courte de 10 à 20 minutes max, avec un enseignement principal du jour pour être un bon référent. Vous allez avoir dans cette vidéo une règle à retenir pour être un bon référent. Donc à la fin des 8 jours, vous allez avoir 8 règles principales pour être un bon référent sécuritaire pour votre chat. Alors soyons clairs, j'ai fait 8 jours, mais j'aurais pu faire 365 jours. Hein. Voilà, des règles, je peux vous en pondre des milliers, il fallait bien que je choisisse. Donc là, je vous en ai donné 8 principales, mais on peut évidemment en avoir plein. Et à l'intérieur de l'école de la magie féline, forcément, vous en avez plein à votre dispo. Donc par mail, je répète, vous allez recevoir une vidéo d'enseignement par mois de 10 à 20 minutes. Dans la vidéo, vous allez avoir une règle à retenir, à noter et à pratiquer pour être un bon référent. Vous allez aussi avoir un exercice d'observation, de mise en conscience ou d'action à poser pour appliquer l'enseignement qui a été donné dans la vidéo et voir ce que ça donne pour vous. Et vous allez aussi avoir une phrase ou un petit texte mémo à vous noter dans votre petit cahier de référent magique qui pourra vous accompagner tout au long de votre relation avec votre chat. Donc ça vous permettra de commencer à réfléchir à ça, de voir où vous en êtes, de commencer à appliquer certaines choses et voir ce que ça donne pour vous. C'est vraiment pour, comme d'hab avec moi, pour poser de la conscience, pour mettre de la lumière sur là où vous en êtes aujourd'hui et vous dire, ok, est-ce que c'est cool, est-ce que je gère tout bien, ou est-ce que j'ai des choses à améliorer, auquel cas, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux mettre en place sur telle et telle chose au quotidien quand j'en ai envie et quand je suis prête, évidemment, à le faire. Donc vous avez, c'est vraiment accessible à tout le monde, il n'y a pas de prérequis là-dessus, c'est gratuit, c'est offert, vous avez juste à vous inscrire et vous recevez pendant 8 jours du contenu quotidien pour pouvoir réfléchir à votre posture de référente et améliorer les choses si vous en avez envie. Et à l'intérieur des 8 jours, il y a un deuxième cadeau caché pour ceux qui auraient envie de rejoindre l'école de la magie féline un jour, parce que ça va aussi vous donner un avant-goût, ces 8 jours, de tout ce que vous pouvez apprendre et développer en travaillant avec moi, que ce soit en individuel ou que ce soit à l'école de la magie féline, qui regroupe absolument tout pour être un bon référent pour votre chat sur le long terme, au quotidien, ensemble. Voilà, ça vous plaît comme cadeau ou pas? Dites-moi un peu là, celles qui sont encore là en direct. Est-ce que ce cadeau vous plaît? Si ce cadeau vous plaît, en attendant vos commentaires, si ce cadeau vous plaît, vous pouvez, le lien, je le mettrai, le lien pour toutes les infos et d'inscription, je vais vous le mettre en story. Il sera aussi disponible sur mon site internet. Je vais vous le mettre sur Facebook en lien en dessous d'une vidéo. Vous l'aurez aussi en newsletter pour ceux qui sont inscrits à ma newsletter. Et sur Instagram, par contre, si vous le voulez là, dès la fin du live, le temps que je mette les choses, envoyez-moi un petit message privé sur Instagram, comme ça je vous envoie le lien directement pour vous inscrire. Tout est prêt. Pour celles qui sont déjà inscrites à l'école de la magie féline, parce que j'en vois là, je vous vois là dans le défilé, ça vous fera pas de mal hein, de faire les 8 jours, c'est gratuit, profitez-en. Même si vous avez déjà bien avancé dans les modules et que vous connaissez déjà bien votre rôle de référent, ça peut pas faire de mal de voir un petit peu les petites vidéos que je vous ai préparées, les petits exos, pour pouvoir pratiquer ça et me faire un petit retour après, évidemment, si vous en avez envie. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce cadeau ou par rapport à tout ce dont on a parlé aujourd'hui? Je prends quelques questions. Et pendant que les questions arrivent, j'en profite pour préciser évidemment que ce live, si tout fonctionne bien les amis, soyez avec moi, restera en replay sur Instagram, mais je vais aussi le mettre sur ma page Facebook et sur YouTube pour qu'il soit vraiment accessible au plus grand nombre. Donc si vous pensez que ce live peut être intéressant pour des personnes autour de vous, n'hésitez pas, bien sûr, s'il vous plaît, à le partager, à taguer les gens dessus, à leur envoyer les liens du replay pour que les personnes qui en ont besoin entendent ce qu'on s'est dit aujourd'hui et puissent aussi accéder au cadeau des 8 jours s'ils ont envie vraiment de commencer à réfléchir et à développer ces passages-là. Alors, question. Oui,
C'est bien aussi pour ceux qui sont déjà à l'école de la magie féline. Oui, je viens de le dire. C'est pour tout le monde et ça vous fera pas de mal de voir ces vidéos-là parce que je le présente forcément sous une forme différente, accessible au plus grand nombre. Et puis les exos, ils sont pas à l'école de la magie féline, donc ils sont à faire pour tout le monde. C'est du contenu inédit que je vous propose là. Donc bien sûr, que vous travaillez déjà avec moi, que vous soyez déjà à l'école de la magie féline ou pas, que vous me découvriez aujourd'hui, allez-y, profitez, vivez ces 8 jours au boulot. On travaille un peu son rôle de référent et on vient me partager les choses si besoin au fur et à mesure. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? Je prends encore 2 minutes au cas où il y a des petites questions là-dessus ou des partages, hein, simplement. Et s'il n'y en a pas, je vais vous laisser tranquille. Pour le replay qui sera dispo, pour ceux qui voient le replay actuellement sur Facebook, le lien pour accéder aux 8 jours gratuits, il est dans le premier commentaire. Pour ceux qui regardent sur YouTube, il est dans la description de la vidéo. Et voilà, et sur Insta, ça sera en story ou vous venez me faire un petit message en DM. Alors, j'ai posé des questions pendant le live. Oui, mais tu sais ma chérie, quand je suis en live, je ne vois pas tout passer. Donc, je vais essayer de remonter. Mais est-ce que tu peux me réécrire la question simplement? Parce que quand je suis en live, je parle et je suis dans mon truc et je ne vois pas forcément tout défiler. Donc, est-ce que tu peux juste me réécrire ta question, comme ça je la revois là, direct. Alors, en attendant la question qui arrive, moi j'aimerais déjà, là, avec ce live, que vous vous demandiez, dans tout ce gros blabla là que je vous ai sorti aujourd'hui, est-ce que vous pensez être un référent sécure pour votre chat ou est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez avoir à travailler dans le fait que dans les différentes connaissances et compétences à acquérir, qu'est-ce que vous avez le plus à bosser en ce moment selon vous pour maintenir cet alignement-là? Ah, ça y est. Alors, le fait que mon chat m'appelle en miaulant pour des moments caresses fait de lui un chat dépendant. Non, ça fait un chat qui a envie d'un câlin. En fait, la dépendance affective, c'est un tout, c'est un diagnostic en fait, et ça se pose pas comme ça sur une ou deux questions, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations et surtout de comportements qui peuvent être renforcés. Jour 3 ou 4 bref, vous verrez dans les 8 jours, il y a un truc là-dessus. Parfois on croit que c'est de la dépendance affective, mais c'est totalement autre chose. Parfois c'est simplement des apprentissages, parfois c'est simplement des besoins, une méconnaissance de son chat, des choses comme ça qui sont à mettre en place. Mais la dépendance affective, c'est un diagnostic à poser qui demande une consultation complète. Et moi, mes consultations durent 3 heures, ok, mais au minimum, il faut quand même 2 heures pour faire un bilan comportemental complet avant de pouvoir dire si oui ou non il y a de la dépendance affective et ce qu'il y a à travailler ou pas pour réguler ça au sein de la relation. Ça se passe vraiment en individuel, au cas par cas, parce qu'il faut vraiment faire un bilan complet de tout l'historique, du fonctionnement, du foyer en question, du chat, de l'humain et de tout ce qui se joue. Et c'est pas un comportement en particulier qui va nous permettre de dire si le chat est dépendant ou pas. C'est vraiment un contexte général. Donc tu vois par exemple un chat, comme tu dis là, un chat qui miaule pour avoir des câlins, dans certains foyers, ce critère-là tout seul, pour moi, c'est pas de la dépendance. Par contre, si on ajoute ça à plein d'autres choses qui vont dans le même sens, ça peut s'intégrer dans ce truc-là. Le miaulement, pour revenir dessus, je ne vais pas vous faire un cours d'éthologie là, mais le miaulement, c'est un mode de communication que le chat a développé avec l'humain quand il a besoin de quelque chose. Donc, il a envie d'un câlin, il va miauler, il veut qu'on lui ouvre la porte, il va miauler,
il va manger, il va miauler. Voilà, c'est pas parce que le chat miaule qu'il est en dépendance affective. Par contre, il y a oui une dépendance qui existe pour tous les chats domestiques, puisque, je le rappelle, la définition du mot domestique, c'est un animal domestique, c'est un animal qui dépendance, c'est un animal qui dépend de l'humain pour sa survie et ses ressources. Donc oui, chez tous nos animaux, chez tous nos chats, il y a une dépendance à l'humain qui n'est pas malsaine, qui est logique. Par contre, c'est là où notre rôle de référent joue pour que cette dépendance reste saine par rapport simplement aux besoins et au quotidien et qu'on ne tombe pas dans de la dépendance affective toxique, malsaine pour lui. Mais de la dépendance, il y en a forcément puisque c'est un chat domestique qui vit avec nous, qui dépend de nous pour ses besoins, qui dépend de nous pour ses ressources, qui dépend de nous pour plein de choses au quotidien qu'il ne peut pas faire tout seul, comme si c'était un chat sauvage qui vivait totalement en liberté. Donc la dépendance, elle est normale dans une relation humain-chat. Ce qu'il faut faire attention, c'est apporter le cadre clair et la bonne relation de façon à ce qu'on ne développe pas une dépendance qui devienne toxique pour l'un ou pour l'autre ou pour la relation elle-même. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Alors, je prends encore une question. Est-ce qu'on peut dire que nos chats et nous soyons des partenaires? On leur apporte et eux aussi, partenaires d'un bout de vie, d'une expérience? Oui. Oui. Si c'est, en fait, il faut trouver les mots qui sont justes pour vous dans la relation. Peut-être que certaines personnes qui lisent ta question là vont te dire non parce qu'ils n'ont pas cette vision-là de leur relation humain-chat. Encore une fois, chaque relation est unique. Le lien qu'on entretient avec notre chat est unique et on n'a pas tous la même façon de vivre, de ressentir l'autre, de connecter, de définir en fait ce qui nous unit à notre chat. Et même quand on en a plusieurs, on peut avoir, si on a 3 chats par exemple, on va avoir 3 relations qui peuvent être totalement différentes, qui fonctionnent différemment, qui ne nous font pas ressentir les choses de la même façon. Et ce lien-là, il est avec chaque individu. Et peut-être qu'avec certains, tu vas dire que c'est un partenaire, avec d'autres que c'est autre chose et que les mots peuvent varier. Donc il n'y a pas de meilleur mot pour désigner ce que toi, de façon individuelle, tu vis avec tes chats. Si tu considères que vous êtes des partenaires, eh ben c'est juste pour toi. Voilà, c'est plus dans cette optique-là. Là, le mot référent que je vous ai donné, c'est plus d'un point de vue éthologique et d'un point de vue fonctionnel pour aider la relation et que vous preniez vraiment votre place et votre rôle. Parce qu'effectivement, à partir du moment où le chat dépend de l'humain dans sa vie avec nous, on a un rôle à jouer là-dedans. Et ce rôle, de façon éthologique, on va caractériser ça comme un rôle de référence auprès de son chat. Mais après, dans l'affect, dans le lien, et la relation qu'on va avoir avec chaque chat, elle est différente et le mot qu'on va poser dessus va être unique et différent. Notre chat, ça peut être notre partenaire, ça peut être notre maître spirituel, ça peut être plein de choses en fait, en fonction du lien qu'on va nourrir avec chacun des chats. Mais là, le mot référent, c'est vraiment pour la totalité en fait des relations humain-chat, pour nous rappeler qu'on a un rôle à jouer de référence sociale dans ce groupe qu'on forme tous ensemble et dans cette famille qu'on forme tous ensemble. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il est 11h, les amis, ça fait quand même 1 heure qu'on papote, ce live était plus long que prévu. Donc je remercie toutes les personnes qui étaient en live. Si vous voulez recevoir tout de suite le lien pour participer aux 8 jours, vous m'envoyez un mail privé sur Instagram là dans la foulée. Sinon, le lien sera après dans mes stories, sur Facebook, bref, partout. Voilà, je le mettrai après partout. Mais si vous êtes pressé là, envoyez-moi tout de suite un DM pour que je vous envoie le lien. Je vous fais des gros bisous, merci pour la participation en live, merci pour ceux qui le verront en replay, n'hésitez pas à partager ce live et partager les 8 jours pour ceux qui seraient tentés de le faire et de réfléchir là-dessus. Et puis, je suis dispo pour papoter avec vous à droite ou à gauche, ou si vous avez besoin de mes services pour revenir vers moi, vous avez toutes les informations sur mon site internet sur www.specialistic.fr. Je vous embrasse très fort, vous souhaite une belle journée et on se dit à bientôt. Bye bye. J'espère croiser les doigts pour que tout fonctionne bien.